tout me paraît vulgaire. Je suis toujours, tu vois, ton irrégulière. Comme tout est triste dans l'air, où tout est à côté. Ami, voilà ma prière. Voilà mes péchés. Ma première framboise, j'allais savourer. Quand les libellules en cœur m'ont chanté. Mon amour est-il dans son quartier de lune? Mon amour est-il faire un tour dans l'au-delà? Mon amour a-t-il mis ses habits de fête? Mon amour Bobo Bobo. Bienvenue dans le podcast Le Jardin. L'auteur, compositeur, interprète Jean-Louis Murat nous a quittés beaucoup trop tôt. Mais heureusement, il nous reste sa musique. Et tout récemment, son fils, Yann Bergeau, a signé en collaboration avec le journaliste Marc Bess une biographie intitulée Le roman de Murat. C'est Sandrine de la librairie L'Instant à Paris dans le 15e arrondissement qui a eu la bonne idée de les réunir pour évoquer la vie et l'œuvre de Jean-Louis Murat. La rencontre est animée par Clément Bennec, écrivain et évidemment grand fan de l'œuvre de Jean-Louis Murat. Je vous propose tout de suite d'écouter cette rencontre. Bonne écoute et à très bientôt. Ce livre, le roman de Murat, qui vient de sortir chez Albin Michel, avec un très beau cahier central avec plein de photographies inédites. Yann, vous en êtes l'auteur, un des auteurs, enseignant en droit à l'université de Jean Moulin. Vous avez fondé aussi l'Institut Jean-Louis Murat, peut-être vous nous en direz un petit mot. Mais d'abord, il faut dire que vous connaissez donc de près le sujet du livre, puisque vous êtes, et le texte n'en fait pas mystère, le fils de Jean-Louis Murat. Marc, donc auteur, scénariste, vous avez écrit notamment une biographie de Bachung qui fait autorité, un des piliers des Inrecuptibles. On va vous écouter tous les deux. Et avant de commencer, même si je sais qu'il y a presque que des fans de Murat dans la salle, je sais aussi que la communication de la librairie est tellement bonne que il y a aussi des fans de Sandrine et Sylvestre qui ont pu se trouver dans la salle et qui ne sauraient pas éventuellement qui est Jean-Louis Murat. Donc peut-être pour éclairer ces lanternes, dites-nous qui était Jean-Louis Murat. Alors Jean-Louis Murat, c'est... je pèse les mots quand je dis ça. Je pense que c'est sûrement un des plus grands poètes français de la fin du XXe siècle. Un artiste qui a réussi à inventer un blues, mais qui est un blues français, donc qui a ses propres racines, qui nous invite à travers son œuvre à véritablement... il a véritablement construit une œuvre avec quelque chose de... Et ce que je n'avais pas compris de son vivant, que j'ai compris après son décès, qui est véritablement une œuvre extrêmement homogène, qui a une idée directrice. Il savait vraiment là où il voulait aller. Il nous a emmenés dans des horizons musicaux et à la fois aussi poétiques, mais c'est pas voilà, c'est pas de la poésie en chantant, c'est une alchimie entre les deux. C'est un artiste total, voilà, je pense qu'il fera date dans l'histoire à la fois de la musique, de la poésie. Voilà, donc voilà, j'arrête avec les éloges, mais je pense que c'est un artiste majeur dont on parlera encore dans les années à venir, dans les décennies à venir. Je pense qu'on n'a pas assez perçu son importance et son influence de son vivant, parce qu'il y a plein de facteurs, qui est lié à son caractère, qui est lié à sa profusion aussi, une hémorragie par moments artistique, je pense, qui nous a, en termes d'auditeurs, qui nous a un peu, même totalement, désarçonné, parce qu'il faut du temps pour ingurgiter un album, et lui nous en sortait un tous les ans. Donc voilà, mais c'est aussi l'occasion de se dire, maintenant on a un break, enfin c'est malheureux à dire, mais du fait de son décès, ça peut permettre de regarder dans le rétroviseur et
d'apprécier son œuvre dans son intégralité. Regarder dans le rétroviseur ce qu'il avait en horreur quand il ne regardait jamais dans le rétroviseur, mais ça donnait une occasion de faire un constat sur une œuvre d'un artiste qui me semble un artiste majeur, qu'on peut mettre dans le top 5, le top 10, le top ce qu'on veut, le top 30, j'en sais pas, des artistes français, peu importe. On en oubliera toujours, mais comparable à des Bachung, à des Gainsbourg, Higelin, voilà, Léo Ferré. Voilà, il fait partie de ces grands poètes et de ces grands musiciens et des personnes qui ont marqué vraiment la musique française et surtout qui ont donné aussi, je pense, on dit aux artistes français qui ont amené une sorte de décomplexe, c'est-à-dire de se dire c'est pas parce que tu es français que on a le truc c'est qui, c'est pas McCartney qui disait voilà, en France il y a que les bons vins, Lennon qui disait, bon, Lennon. Non, merde, on peut faire aussi du bon rock, on peut faire du bon blues en France, quoi. Lennon disait, la pop française, ça existe. Ah, mais ils doivent être à peu près aussi bons que les Anglais sont forts en vin. Voilà, c'est ça. Et donc, fuck, quoi, parce que du coup, bientôt les Anglais vont devenir forts en vin du fait du dérèglement climatique, et ben on peut leur mettre aussi en retour, et c'est... On va devenir fort en pop. Voilà. Pour aller dans le sens de ce que dit Yann, quand Higelin est mort, donc je crois qu'il est mort consécutivement à Bachung, je ne dis pas des conneries là. Déjà quand Bachung est mort, avec certains amis dont faisait déjà partie Yann, ils disaient bon, ben maintenant il ne reste plus que deux. Il reste Higelin et Murat. Bon, puis Higelin meurt. On s'est tous regardés, ben il n'en reste plus qu'un. C'est Murat. Donc voilà. Qui nous a quittés plus tôt que prévu, on peut le dire. Je le dis pour c'est les deux dans la salle, peut-être qui ne connaîtraient pas Murat. Je pense que pour autant, les trois premiers, on pouvait imaginer, de par leur style de vie, puis de par leur fait d'armes, qu'on pouvait prévoir une fin anticipée. Autant pour Jean-Louis Murat, on ne pouvait pas l'anticiper de cette manière-là. D'autant plus que, contrairement aux trois autres, il avait une assise de vie, une ascèse même de vie et une assise de vie, avec cette auvergne, ce contact avec les racines et puis un style de vie qui était le sien, qui était plus basé sur la nature, qui faisait qu'on pouvait l'imaginer centenaire. Au lieu de ça, il a fallu qu'un méchant petit caillou, comme il dirait, se glisse dans le mauvais endroit au mauvais moment. Voilà. Mais tout est dit là-dedans. Yann a parfaitement résumé la situation. Et en même temps, d'après ce que... Quand Yann vous dit que il livrait un album par an, Jean-Louis se faisait presque une fierté de dire... sur les dernières années, ce qu'on doit considérer comme ces dernières années, maintenant je vais changer d'objectif. Si je vais sortir un disque, il faut que je garde un disque pour moi, pour la postérité. Il a dit ça sur les 4 derniers. Ça veut dire qu'en gros, et ça peut-être que Yann le sait, mais moi je ne le sais pas, il y aurait peut-être 4 disques qui attendraient quelque part. Allez savoir. C'était sa petite manière aussi à lui d'entretenir le mystère. Et c'est pour ça qu'on les aime, ces artistes-là. C'est qu'il y a un mystère. Et on va essayer peut-être de l'expliquer en partie, ou en tout cas de donner des petites pistes qui permettent à chacun de fantasmer sur ce que pourrait être l'après-Murat. Alors justement, dans 2 mois, on commémorera les 3 ans de la disparition de Jean-Louis Murat. Quand, à quel moment... combien de temps il a fallu après cette mort pour avoir l'idée de raconter, d'en faire ce portrait sensible qui est aussi un portrait de sa musique et de son œuvre? C'est venu assez rapidement. Alors même on me dit mais arrête de raconter cette histoire. Je suis désolé mais je vais encore la raconter parce que je la trouve géniale. C'est un pote bien bien introduit dans la musique ou du moins dans le business de la musique qui me dit
purée, ta situation, ton papa vient de mourir, t'as tout ça, voilà, tu devras en parler à Mathieu Ferré. Voilà, au moins pour échanger, peut-être qu'il t'éclaircira sur certains points. Et donc, du coup, il me donne le numéro de téléphone de Mathieu Ferré. Mathieu Ferré, alors, j'en suis très reconnaissant, le contact a été super facile, quoi. Donc le fils de Léo. Ouais, le fils de Léo. Et comme tout bon italien, j'ai une conversation avec Mathieu Ferré, ça dure pas 10 minutes, hein. C'est-à-dire, au téléphone, on a dû rester 2h30 au bas mont. C'est-à-dire le temps des passes. Ouais. Et il m'a dit un truc, c'est si je retiens un truc de notre conversation, il m'a dit Yann, nous ne sommes pas uniquement des ayants droit en tant qu'héritiers, nous sommes aussi des ayants devoir. Grosso modo, il m'a dit mais on est débiteur de quelque chose par rapport à notre aïeul. Et grosso modo, il faut bouger le cul et c'est à toi de prendre le relais, quoi, de faire quelque chose. Relativement rapidement après ça, même si j'étais toujours dans le processus de deuil, tout ça, et j'ai appelé Marc. Et j'ai dit à Marc, faut qu'on la fasse cette bio. Parce qu'après, il y a l'histoire aussi du rendez-vous manqué. J'ai un Marc qui en parle à mon père, moi qui en parle à mon père et tout. Et donc, en fait, finalement, tout était cadré. En fait, il nous avait donné les clés, quoi. Il nous avait dit, la bio, il faut que ce soit Marc Bess avec toi. Voilà. Moi je l'ai... D'un coup, ça m'est paru limpide et j'ai appelé Marc et je lui ai dit, bon, cette bio, faut qu'on la fasse. Si je fais court, moi j'ai l'idée de faire la bio de Jean-Louis Murat. Quand je suis en train de travailler avec Alain Bachung, et on est sur une bio au long cours, sur laquelle il durerait 8 ans. Et en 2005, je dis le suivant que je vais faire, c'est Murat. Donc je le chope à la sortie d'un concert, à l'amorce, pardon, d'un concert sur la tournée Mogba. Et j'ai dit, bon alors, tu sais, je suis en train de bosser là-dessus. Et toi, vu tes états de service, ça serait bien. Et là, il me regarde, il me dit, oui. Voilà. Tu rigoles ou quoi là? Les bios, on fait ça que sur les gens morts. Et moi, je lui ai répondu tac au tac, même quand tu seras mort, c'est difficile de se parler. Ah, mais tu te démerdes, hein. Donc, je raconte à Yann, qui vérifie auprès de son père, effectivement, Yann a confirmation que c'est vrai. Donc, quand son père est mort... Mais il me rajoute un truc, il me dit, mais une bio, c'est faire déjà mettre un pied dans la tombe. Il me dit à peu près la même chose que toi. Et il me dit, mais si une bio devait être faite, ce serait avec Marc Bess. Parce qu'on partageait avec lui un amour pour un album d'Alain Bachung qui s'appelait L'Imprudence. On s'était retrouvés là-dessus, on avait discuté des kilomètres d'heures de discussion là-dessus. Bon, bref. Et voilà, donc, et Yann, quand Yann me dit, on va la faire ensemble, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu... Non, il me dit pas on va la faire ensemble, il me dit est-ce que tu veux la faire? Et alors là, moi je sors de X années avec Bachung, un bouquin pas facile à gérer avec Noir Désir, et là il faut que je me replonge dans Murat. Donc Noir Désir c'est 16 ans, Bachung c'est 8 ans, tout ça en même temps, et là il faut partir sur Murat. Surtout qu'en plus mon père vient de décéder 6 mois avant. Jean-Louis. Donc ça veut dire moi aussi faire un travail sur ce qu'est la notion de père. Et il faut qu'on le fasse ensemble. Alors là, vous avez deux solutions. Soit c'est le journaliste qui fait la biographie d'un artiste avec comme piliers principaux les bases données par un entourage proche et le fils aîné qui a vécu toutes les années de Jean-Louis qui ne sont pas connus. Ou alors c'est le fils qui fait la bio avec le journaliste qui apporte tout ce qu'il a amassé pendant des années avec Jean-Louis. Je vous laisse imaginer, quand vous avez votre maison d'édition qui vous reçoit comme ça, eh ben, c'est le fils qui compte. Parce que le journaleux, il va faire 5000. Et oui. C'est des systèmes de présentation de bouquins aussi. Ouais. Ça, c'est très important. Mais le résultat est savoureux. Je vous interromps, Marc. Le résultat est savoureux parce que ça donne quelque chose qui est à la fois dans quelque chose de filial et à la fois avec ce recul qui peut être celui de vraiment la personne extérieure qui a un œil sur la musique
qui peut être aussi différent. Et je crois qu'en fait, si vous voulez, quand il a été admis qu'en fait c'est le fils qui allait parler de son père, Yann rentrait dans une démarche extrêmement difficile, que moi, avec mon décès aussi à encaisser, je pouvais bien comprendre. Donc il y avait une empathie naturelle qui pouvait se créer, qui pouvait faire qu'on pouvait se fondre dans un moule, un style, une manière d'aborder les choses qui ne soit pas qui ne relève ni de la géographie, ni de la biographie classique, ni du cirage de pompe. Enfin bon, on était vraiment dans quelque chose de dynamique. Une volonté d'instaurer un dialogue déjà de fils à père dans le style et dans le récit, et de fils à père aussi dans les vérités qui concernaient Jean-Louis, qui n'avaient jamais été dites. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Jean-Louis, et beaucoup de conneries aussi. Et il y en a même qui ont été filmées, comme dirait Pierre Desproges. Et donc, on en était là. Et donc, si vous voulez, le problème de l'intention de cette biographie, enfin de cette histoire, c'était pas un problème. L'intention était claire. Et quand l'intention est claire, comme disait ton père, ça va tout droit. Donc on est allé tout droit. Et donc finalement, quand vous posiez la question de savoir combien de temps ça prend, ou comment ça peut se mettre en place, en fait, il faut se faire confiance. Mais pour ça, il faut avoir aussi des gens qui vous font confiance. Parce que moi, je suis parti dans une bio classique. Yann est arrivé par-dessus et tout de suite, il a trouvé les endroits où il allait intervenir. Puis moi, Moi, j'ai joué schizophrène aussi après. Classique. Ça m'intéressait pas que ce soit une bio classique. Parce que de raconter de façon linéaire l'histoire de mon père, voilà, c'est effectivement un point de vue, mais ça reste un peu plat, quoi. Je trouvais. L'idée, c'était de pas ennuyer les gens. Non, et puis d'intégrer aussi dedans toute la complexité du personnage qui était mon père, qui était d'une extrême sensibilité, qui était traversé par des sentiments qui étaient parfois très contradictoires. Et voilà, donc voilà, de remettre en fait finalement Murat dans toute sa complexité. Et je crois que effectivement, et ça, merci Caroline qui est là et qui nous a poussé dans cette direction-là, c'est que ça, de par les relations complexes que j'ai pu avoir avec mon père, ça peut mettre en évidence toute la complexité aussi du personnage et toute la sensibilité du personnage. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Murat si on n'est pas Murat extrêmement torturé, traversé de sentiments qui sont totalement divergents, qui sont totalement c'est un personnage qui est une personne qui était à nu. Et ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est aussi, mais ça peut paraître basique, mais ses rapports avec son père, ses rapports avec son grand-père, tout ça, tout s'explique dans l'enfance, quoi. Alors, quand il se qualifie de môme éternel, pardon, mais je te laisse la parole, mais c'est pas rien, c'est que tout vient de ton enfance, quoi. Voilà. Justement, ce père qui avait lui-même quitté l'Auvergne, dont vous parlez dans le livre, ça illustre aussi tout le rapport, le tiraillement de Murat à sa terre natale. Vous parliez de sa complexité. C'est effectivement ce chanteur qui est né en Auvergne, mais dont le rapport à l'Auvergne est ambigu. À la fois, il y a une exaltation de la région, une grande présence des noms de l'Auvergne, et à la fois cette crainte d'apparaître comme un chanteur auvergnat. À un moment, il y a ça. Même s'il a quand même un peu mis Clermont-Ferrand sur la carte du rock. Je comprends ce que vous dites si vous l'envisagez sous un angle régionaliste. C'est ça qui Et ça, c'est un problème français. Ça n'existe pas ailleurs, ça. La France est centraliste, et il y a Paris, la province, les régions. Hop. Puis avec des spécialités culinaires fixées à chacune d'entre elles. Comme ça, au moins, on est carré, on sait où on est. Essayez de faire du blues en Auvergne et copier les Américains, vous allez ressembler à Bill Durham. Sauf que Bill Durham, il est de Paris. C'est comme moi. Donc c'est l'attachement à une terre, c'est l'attachement à un territoire. C'est Houellebecq, c'est la carte et le territoire, quoi. Il faut pas chercher plus loin. Murat,
son essence, elle est dans la roche basaltique, la roche volcanique, elle est dans la nature, elle est dans son truc. C'est un pastoral. C'est un pastoral, Murat. Il se nourrit de la poésie de la nature. Et c'est ça le blues. Enfin, Mais avec avant d'être tout- un rapport de pouvoir. Ouais, mais avec toute la difficulté d'être en Auvergne. Quoi, simplement, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a moins de 20 ans, quand Giscard passait dans les villages en Auvergne, il y avait des femmes qui faisaient le signe de croix. Donc pour vous dire, il y a aussi tout ce poids. C'est-à-dire que c'est pas facile de vivre en Auvergne. C'est-à-dire que on est avec un caractère qui est très rural, très enraciné dans la terre. On n'aime pas le gars qui est médiatique, qui a du succès. Moi, je l'ai découvert. C'est que mon père n'était pas aimé dans sa propre vallée, à 5 kilomètres de chez lui. Il n'était pas aimé. Moi, je me suis fait traiter d'étranger à 10 kilomètres de la Bourgogne, quoi. Et ça, c'était pas il y a 50 ans. C'est aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a aussi tout ce poids-là. Il y a le fait d'être père à 19 ans, pas majeur, pas marié, être obligé de se marier en catastrophe parce que, grosso modo, on peut pas être père d'un enfant et mère d'un enfant. Voilà, avoir un enfant si on n'est pas marié. Voilà, il y a tout ce poids-là. Il faut pas non plus trop idéaliser le côté. C'était quand même une difficulté pour mon père, mais il était enraciné dans son Auvergne, mais c'est pas facile de vivre en Auvergne, quoi. Les Auvergnats, ils sont raides, ils sont durs, vous n'êtes pas forcément aimé, si on vous voit trop, on vous aime pas. Mon père, il n'était pas aimé. Et paradoxalement, et ce dont je me rends compte depuis le décès de mon père, et ce que j'essaye de faire, parce que vous parliez de l'Institut, ce qui me permet de reboucler avec l'Institut, c'est que moi, aujourd'hui, une de mes tâches, c'est d'essayer de faire en sorte, et je crois que ça commence à prendre, et c'est malheureux parce qu'il est décédé maintenant, mais c'est que les Auvergnats deviennent fiers de mon père. Mais sachez que de son vivant, localement, on n'était pas fiers de Murat. C'est-à-dire qu'il n'était pas forcément bien considéré, on va dire, de loin, du côté de Paris, comme on est là, mais pas pour faire du parisianisme, mais que ce soit d'une autre ville. Parce que il avait ses racines auvergnates, il pouvait passer pour un artiste, on va dire, enraciné dans ses terres, un peu folklorique, mais en même temps, localement, il n'était pas considéré. C'est-à-dire que c'est très punk, quoi. C'est immigré, en c'est fait. shot on both sides. Hein, C'est l'immigré, en fait. c'est magazine, quoi. C'est shot on both sides. C'est d'ailleurs, grosso modo, c'est comme quand magazine, il dit, je peux pas faire du punk et de pas être d'extrême gauche, quoi. C'est un peu la même chose, quoi. Voilà. Donc, Et pour passer peut-être un peu de l'Auvergne à la musique, ce qui est très bien dans le livre, je trouve, c'est que ça montre une image de Murat qu'on connaissait pas forcément, parce qu'on imagine plutôt un solitaire. Et là, on montre quelqu'un qui a toute sa vie a su ou a cherché à bien s'entourer avec des fidèles et puis des gens qui étaient plus conjoncturels. Voilà. Mais parce que je pense que chez Jean-Louis, ce qui était important, c'était la rencontre. Alors, des fois, même quand elle venait pas, il la provoquait. D'où ces écarts en télévision, dans la presse, quand à un moment, il préférait le bon mot plutôt que le mot juste. Et il partait dans des déclarations. Mais c'était pour créer du contact. C'était pour au moins créer un moment de débat. Pas pour verser dans le boniment classique et puis la promo classique. Non, lui, ce qu'il voulait, c'était créer une zone de friction. Parce que dans la friction, il trouvait une énergie aussi. Est-ce qu'il y aurait eu du blues s'il n'y avait pas eu les champs de coton, quelque part? Est-ce qu'il y aurait eu les troubadours et l'amour courtois s'il n'y avait pas eu des donzelles qui dans des donjons imprenables? Non. Donc forcément, à un moment, le conflit est nécessaire. Après, tout dépend comment on le gère. Et Jean-Louis savait parfaitement bien le gérer. C'est-à-dire qu'une fois qu'il racontait des belles saloperies à la télévision pour créer un débat, il était capable aussi de rebaisser de 3 tons et d'apporter une réponse artistique qui était le disque, avec un répertoire, dans lequel on pouvait d'ailleurs trouver à boire et à manger. Parce que il ne s'agit pas de faire non plus la géographie de Jean-Louis au niveau musical du personnage. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces disques, il y a des trucs éminemment critiquables. Mais parce que ça procède du schéma classique, et c'est erreur,
Mais l'erreur, il l'assumait. Oui, oui. Et il essayait de la rentrer dans une espèce de cursus de composition, de cursus de pensée, qui, à un moment, faisait que on disait, putain, Jean-Louis, ton disque, il est conceptuel, là. Prenez les travaux sur la N89, il y a 2 titres que vous pouvez écouter, sans problème si vous aimez de la pop. Le reste, c'est quoi le charabia, là? Par contre, si vous prenez l'album en entier, et que vous le prenez comme une chanson entière, vous apercevez qu'en fait, c'est comme si vous avez pris une chanson que vous l'aviez découpée en plein d'endroits et recollée avec d'autres. Et là, on dit, wow, concept, cut-up, expérimental, wow. Ben non, c'est du blues. Il se laisse aller, il y va. Puis derrière, il essaye d'emballer le truc de manière un peu scientifique, un petit peu grand compositeur. Là, il a été bien aidé par des gens comme Denis Clavaizolle Voilà. ou d'autres plus obscurs. Mais bon, Denis a été mis en exergue en tant que co-compositeur, et à juste titre d'ailleurs, parce qu'il apportait un côté technique rigoureux, extrêmement carré. Non, mais trop rigoureux. Non, mais ça après. Trop rigoureux. Sur RN89, moi, j'ai trop les souvenirs de mon père. Et donc, en Oui. fait, mais non, mais Clavaizolle, il met la musique écrite. Il met pas la musique instinctive. Ah, c'est un mec qui a Et fait le Jean-Louis, il aimait qu'un conservatoire. truc, Mon c'était père, arrivé, il a puis pas fait le balancer quel conservatoire. truc, et on y va. Quoi. Oui, alors ça Voilà. justement, je rebondis dessus. On apprend dans le livre que Murat, c'était une journée pour faire une chanson. Au-delà, ça devenait un peu suspect Une journée, pour l'écrire. c'est le max. Hein. Le max. Voilà. Alors, il a eu différents. Il a testé, c'est-à-dire que en fait, si on on voit, voilà, on voit les 4 premiers albums. Les 4 premiers albums avec Dolores, qui est quand même un cas assez particulier, où c'était un mois un titre. Ah oui. Mais dans un processus, alors déjà fortement inspiré de Toc Toc, donc Hollis. Donc ce processus où en fait finalement il faut plus que suer, il faut véritablement avoir se torturer totalement. Il faut qu'un morceau qui puisse exister, que ce soit une torture intérieure, qu'il vous mette mais totalement KO. Donc ça c'est un peu, et même c'est totalement l'expérience musicale de Toc Toc. Voilà, à tel point que Hollis, il a arrêté de faire de la musique parce qu'il a dit ça m'épuise trop, j'arrête de faire de la musique. Donc il y a eu ce processus-là où à la fin il a dit Dolores, et donc du coup qui s'appelle Dolores, donc Dolores la douleur, voilà, donc voilà, même s'il y a Dolores Del Rio, mais bon, Dolores Merora. voilà, mais chez mon père il y a toujours plusieurs portes d'entrée, plusieurs significations. Après il s'est dit plus jamais ça. Jamais ça, et donc on revient, et après il y a une bascule, je pense, c'est le Moujik et sa femme, où là on est rentré sur des choses beaucoup plus blues, carrées. Il y a aussi un album qui n'existe pas, ou qui existe mais simplement qui est sorti sur les réseaux sociaux, qui était aussi une expérimentation, qui est les Rancheros. C'est-à-dire les Rancheros, c'était grosso modo, là on pousse le concept au bout, c'est-à-dire un quart d'heure pour écrire, un quart d'heure pour répéter, un quart d'heure pour enregistrer. Ouais. Alors là, c'était l'arrivée d'une note, parce qu'il était un total contemporain, c'est sur fond, voilà, je sais pas si je vous dis, mais bon, c'est Bado, le grunge, tout ça qui arrive, où on est dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'il faut faire du rock, de façon totalement immédiate, sans préparation. Ce qui compte, c'est l'intention, c'est le moment venu, c'est voilà ce que l'on enregistre à l'instant T. Donc il a réussi à passer, mais d'extrême à l'autre, mais parce qu'il était à chaque fois dans l'air du temps. Pour moi, c'était voilà, mon père, c'était un contemporain. Et j'en veux pour preuve, alors pour faire une autre, s'il faut encore une preuve, c'est quand il écrit Morituri, qu'il écrit Interroge la jument. Mon père a vu arriver, quand même, entre nous, l'attentat des terrasses avant qu'il n'arrive. Il était tellement emprunt, tellement ancré dans son monde, à essayer de véritablement capter tout ce qui était les signaux faibles, qu'il a vu arriver ça, quoi. Il a vu arriver cette catastrophe avec voilà la Syrie, tout ça, et qu'il le met en musique, et il est en train de l'enregistrer
quelques jours après l'attentat des terrasses, alors que le morceau avait été écrit bien avant. Et ça, c'est un exemple qui est le plus parlant, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, tout ça pour vous dire, c'est que on ne peut pas cantonner Murat à un processus créatif typique. C'est-à-dire que le processus créatif de mon père a évolué avec le temps. Il a évolué avec le propre temps dans lequel on vivait, et qu'il était ancré dans une modernité, je veux dire, véritablement totale. Mon père m'avait dit aussi, il a dit, il n'y a rien de pire que les avant-gardistes. Il faut être dans le tempo. Dire, si on est avant-gardiste, on est mort. Il ne faut pas être avant son temps, il ne faut pas être après son temps, il faut être dans le tempo. Voilà, il faut être dans le truc ancré. Donc voilà, donc c'est simplement pour répondre. Oui, il y a un processus créatif, mais qui a changé avec le temps, et qui n'était pas le même au début et à la fin, et qui était totalement imprimé par la modernité, partout, par effectivement les signaux faibles, par l'industrie de la musique, par aussi la façon dont on construit, et dont on crée à différents moments, entre les années 90 et aujourd'hui, c'est plus de la même façon, c'est plus de la même manière, et lui il répondait totalement, était en résonance avec ça. Et tout ça en étant sous-tendu, pardon Marc, par cette espèce de binôme plaire-déplaire qui finalement l'a toujours sous-tendu, parce que dès le début, ses premiers titres très provocateurs, et après finalement ça le rattrape quand on évoque Travaux sur la N89, où il y a quand même le désir, je sais pas si c'est de provoquer, mais en tout cas de ne pas faire le truc qui va être bien calibré et qui va trop passer sur la radio, parce qu'il s'en méfiait quand même. Mais en fait, je crois pas que la provoque soit chez lui un moteur. Je crois que la provoque chez lui, c'est un argument. C'est quelque chose qui manipule la provocation. Parce qu'à la base, en fait, comme Yann l'expliquait dès le départ, si je synthétise un petit peu tout ce qu'il a dit, au départ, il a un enfant, il n'est pas marié, il est dans un pays dans lequel, sans mariage, pas de consommation possible, quoi. Soyons clairs. Ensuite, il essaye de faire de la musique, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'île de White, il suit le mouvement, il suit le mouvement anglais, le mouvement américain, les festivals de rock, tout ça, machin. Il part découvrir l'Europe. Ensuite, il essaye de devenir journaliste, puis il n'y arrive pas. Il se perd dans Paris, une galère totale. Il revient à Clermont-Ferrand, il essaye de se suicider. Enfin, à la Bourboule, il essaye de se suicider. Puis finalement, il y a ce groupe qu'il arrive à monter, qui ne ressemble à rien, ce groupe. C'est entre Higelin et les Ramones. C'est entre One, Two, Three, Four, puis derrière, c'est un piano qui attaque. Là, c'est du Screaming Jay Hawkins, quoi. Et petit à petit, comme ça, il construit son bousin, comme ça. En fait, c'est comme si, moi, ça m'est venu après que le bouquin soit terminé, c'est comme si cette personne-là, en vivant de manière libre, s'était imposé au fil du temps tous les châtiments possibles pour vivre les expériences, pour derrière mieux avoir les armes pour commettre ses crimes musicaux. Et les crimes musicaux français par excellence, c'est d'arriver à faire un blues qui justement est un vrai blues et pas une copie de blues, ce qui peut être encore un nouveau châtiment, à savoir. Et se confronter à des trucs hallucinants, qui est de marier Ferré avec Baudelaire. Quel fou furibard en France aurait pu tester ce genre de choses. Marier la musique de Ferré avec les mots de Baudelaire, et en faire un disque en plus. Et maquer des gens là-dedans. Parce que tous les gens qui ont participé à ce disque, il n'y en a aucun qui est ressorti intact. C'est pas de la reprise. C'est pas de la poésie non plus. C'est de la prosodie. Et c'est surtout une confrontation de mondes dont tout le monde pense qu'ils sont séparés, alors qu'en fait, ils relèvent exactement de la même pulsion de vie. Même si c'est pas derrière le même talent et la même manière de le formaliser, quoi. Est-ce que j'étais clair, là? Je sais pas. Si, plutôt. Mais c'est là qu'on retrouve son côté, finalement, qui est un peu aussi en léger différé. Donc, c'est-à-dire, il y a le tempo, mais il y a aussi différé, pas mal. Il y a le goût en l'an 2000, quand tout le monde est sur
l'avenir qui est génial et tout, il va se plonger avec Isabelle Huppert dans Madame des Houlières, une poétesse du XVIIe ou XVIe. Donc c'est le paradoxe du personnage. Oui, mais qui ont fait un album qui est extrêmement moderne. C'est pas baroque pour un sou. Et moi, je réfute cette appellation sur Madame des Houlières Mais en plus, d'album baroque. C'est pas, mais pas du tout. c'est pas un album baroque. C'est un album de troubadour. Et Je veux dire, Bachung a bien repris du Ronsard et du Dubélé. Et pourquoi Murat n'aurait pas pu reprendre du Deshoulières Et Sappho, avec l'anthologie de la poésie française, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait exactement ça aussi. Je veux dire, on peut reprendre n'importe quelle chose du répertoire. Enfin, replongeons-nous dans l'histoire des troubadours en France, on tombera sur les bluesmen aussi. Et là, Très il a le génie de prendre Isabelle Huppert et de lui faire incarner Madame des Houlières, qui est aussi un personnage. Un personnage qui est assez hallucinant avec son temps. C'est les échanges de... Madame des Houlières, là. Madame des Houlières, c'est-à-dire que c'est- Isabelle, la façon dont elle incarne C'est Madame... une proto-Olympe de Gouges, quoi. De toute façon, Madame des Houlières. Avant Oui, Olympe de oui. Gouges, c'est... Enfin, voilà. Et d'une modernité pareille. Et donc, ce n'est pas un disque baroque. Et ça, je le dis, et je le dis encore assez fort. Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est pas un disque baroque. Il faut le réécouter, ce disque-là. Il faut le découvrir. C'est quand même... Et donc là, mon père, il ose, après Mustango, si je ne m'abuse, et Madame des Houlières, avant de faire le Moujik et sa femme, quoi. Donc là, et donc il nous force sur un truc, c'est-à-dire qu'il nous dit, bah voilà, j'en ai marre de ça, comme s'il cassait son jouet. Et au final, qu'on regarde, on se dit, on se fait un coup de rétro, en regardant son œuvre, et finalement, je trouve ça d'une cohérence, mais totalement limpide. C'était normal que après Mustango, qu'il fasse cet album live qui est Muragostang, où il détruit tout ce qu'il a créé avec Mustango, qu'il aille sur Madame des Houlières, voilà, et donc il nous fasse découvrir Madame des Houlières qu'il a rencontré, dont il a connu l'œuvre chez un bouquiniste, et après qu'il enchaîne avec le Moujik et sa femme. Mais en fait, c'est totalement cohérent. Il va au bout d'un truc. Après, il fait la politique de la terre brûlée. Il détruit tout. Il te redonne une piste pour croire que tu crois qu'il va aller là. Et puis il va ailleurs. C'est très humain, finalement. Parce qu'il attend, Chéri, en fait, cette liberté, qu'il avait peur même de ses propres prisons, et dès que ça commençait à être un peu trop... c'est très humain, finalement. En même temps que je t'en parle, ça me fait penser à Marivaux, tu vois. C'est exactement ça. Et il ne faut pas oublier qu'il a été quand même aussi assez traumatisé par « Suicidez-vous, le peuple est mort », où il a été marketé à fond. Ouais. C'est ce titre-là, qui est un très bon titre, pareil, il n'y a pas de souci, mais il a été marketé. C'est qu'on en a fait un produit pour aller sur une étagère. Mondino, etc., Européen qui est à fond dans le truc et tout. Et puis il arrive cet incident. Alors ça aurait dû être le nouvel jeune artiste qui débarque sur la scène française, et puis voilà, il y a un abruti qui s'est foutu en l'air, qui a fait une tentative une tentative de suicide. Bon, enfin bref, mais peu importe. Mais je veux dire, c'est pas tant l'issue avec cette tentative de suicide, mais ce qui l'a traumatisé mon père, c'est d'avoir été réduit à être un produit. Et Suicidez-vous, le peuple est mort, en fait, c'est un produit. Et tout ce qu'il a fait après par la suite. Donc, il a mis des années après, 37 ans, la Suicidez-vous, le peuple est mort, 1981. Et ben en fait, finalement, c'est qu'il s'est nourri de cette mauvaise expérience, et après, il s'est tissé en quelque sorte, ou du moins une carapace, avec une ligne directrice en disant « je ne retomberai jamais là-dedans ». Mais ça n'a pas été facile. Ah non. Et puis, il y a eu ce moment qui est assez romanesque, où il est à deux doigts de renoncer, il a 35, 36, 37 ans, et il fait, alors est-ce que c'est Si je devais manquer de toi ? Ouais, c'est ça. Et là, c'est un tube. Quand il envisage de partir en Australie. Voilà. Alors ça, on l'a laissé dans le bouquin. Maintenant, Jean-Louis pouvait s'inventer les histoires qu'il voulait aussi. Ah bah oui, il y a celle avec Jack Nicholson. Ah bah oui, aussi. effectivement, là on lève le voile sur un truc, mais
après, ça peut donner effectivement une manière de lever le voile après sur d'autres choses. Mais ça, il a fallu qu'on bosse là-dessus pour essayer de suggérer. À vous de voir si jamais il raconte des conneries ou pas. Et ne pas forcément tout stabiloter là et dire bêtise. Bon, voilà. On donne pas là-dedans, on s'en fout. Oui, l'histoire de Si je devais manquer de toi, il y a un truc très rigolo sur cette chanson qu'on a appris après que le bouquin soit sorti. C'est-à-dire qu'en fait, la chanson, nous on dit, il l'avait, moi j'en avais parlé plein de fois avec lui, il l'avait dans la tête, il voulait la laisser comme un petit mot sur le frigo avant de partir, genre clic-clac, merci Kodak, je m'en vais, maintenant démerdez-vous. Même Denis Clavaizel m'a raconté cette histoire-là, que je viens de vous raconter. Mais il se trouve que quand le 45 tours sort, comme Jean-Louis a eu besoin de Denis pour en faire une version un peu plus alambiquée, quelque part, un peu plus trendy, un peu plus suivant l'effet de la maison de disques, Denis Clavaizel a été crédité sur le 45 tours comme compositeur de la chanson. Et Jean-Louis, quand les gens lui amenaient le disque pour se le faire dédicacer, rayait Denis Clavaizel et mettait JLB au niveau compositeur. JLB, pour bien matérialiser qu'en fait, c'était lui qui l'avait fait. Vous savez, ça me rappelle quelqu'un, c'est David Bowie. David Bowie avait dit, quand il était venu faire la trilogie, ce qu'on appelle la trilogie berlinoise, était Heroes jusqu'à Low, et qu'en même temps il faisait les Idiotes de Iggy Pop, ils étaient au château d'Hérouville, et Laurent Thibault, qui était l'ingénieur du son, producteur et le maître de ces séances d'enregistrement de 4 albums au final, me disait, un jour Bowie arrive et dit, tu sais, moi quand je décide qu'un truc est bon, c'est moi qui l'ai décidé, c'est moi qui l'ai trouvé. Et Laurent me dit, au début je l'ai pas cru, j'ai cru qu'il déconnait. Et quand j'ai vu les crédits sur la pochette, j'étais totalement effacé de tout. Alors qu'à l'époque, Laurent avait amené tout un tas de sons et tout machin. Et Jean-Louis faisait pareil. Jean-Louis, c'est pareil. À partir du moment où il amenait quelque chose, si quelqu'un amenait quelque chose, c'était pour son service. Mais quelque part, pourquoi pas? J'ai vu Alain Bachung sauf faire qu'il essaie tout exactement la même créditer. chose. Il essaie de tout créditer, mon père. Oui. Et après, il y a des degrés dans la torture, si tu veux. Non, c'est pas ça. C'est que ça souligne un autre trait de son caractère. Et ce que vous disiez tout à l'heure, voilà, en faisant référence à mon père, non, qui n'était pas un ermite qui vivait tout seul dans sa maison, totalement isolé. Mon père avait toujours besoin d'être entouré. Il avait toujours des amis, des soi-disant amis, après on s'est rendu compte par la suite, mais enfin bref. Il avait toujours des potes qui étaient autour de lui. Et en fait, c'était quelqu'un qui était, je veux dire un peu en raccourci comme ça, mais qui était plus fidèle en amitié qu'en amour. Donc, c'était le... Non, mais c'est l'ami qu'on aurait aimé avoir. Vraiment d'une fidélité, mais totale. C'était à la vie, à la mort. Et donc, pour ses potes, il était capable de, sans aucun problème, de créditer un pote pour ci, de créditer un pote pour ça, machin, etc. C'était, pour lui, c'était normal, quoi. Parce que c'était ses amis. Et ses amis, ils donnaient. Et ils donnaient sans compter. Et ça, c'était un trait de caractère de mon père. Ses potes, c'était extrêmement important. Et donc, il y avait toujours du monde, à part à la fin de sa vie, où malheureusement, finalement, il s'est retrouvé assez isolé. Et en fait, il était assez seul. Ce qui souligne en plus, encore plus le côté dramatique de la fin de sa vie, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de copains qui passaient le voir. Mais sinon, ça mis à part, moi, à chaque fois que je passais chez lui, il y avait toujours des potes, il y avait toujours du monde. C'était une maison qui vivait, quoi. Voilà, c'était une sorte d'effervescence, et il avait besoin de ça. Et même, je pense que c'est un regret, ou peut-être, ou finalement il en a fait aussi son deuil de cet aspect-là. En fait, il aurait adoré avoir un groupe. Mon père, il a toujours adoré avoir un groupe. Moi, je me souviens, il m'avait offert
L'intégrale du Creedence, qui était un de ses groupes favoris. C'est bien pour ça d'ailleurs que le band de Murat, c'était un trio. C'était basse, guitare, batterie, lui au chant. Bon, après, il y avait, on va dire que Denis faisait le quatrième de la bande, mais c'était le type qui prenait comment dire, cette sève, ce tronc d'arbre qui représentait le trio, et puis hop, il leur mettait des ailettes et hop, il partait dans l'espace. Et en fait, Denis, c'était un véhicule, c'était une navette spatiale. Mais la racine, le fond, c'était ce trio-là. Et vous les mettiez tous les trois, ça faisait un bordel de pas possible. De toute façon, on le voit beaucoup aussi dans tout ce qui a été le rock moderne. Combien de groupes, en fait, ne reposaient que sur un trio pour balancer une pure énergie. Bon, après... On va maquiller tout ça, on va mettre des petites ailettes, des petits effets, des machins, voire peut-être même carrément transporter tout ça vers des machines. Pourquoi pas? Mais on s'en fout. Au départ, il y a la sève, il y a l'énergie, la force vitale est là. Alors, peu importe après les soucis esthétiques. Mais alors, à propos de groupe, ce que je trouve très marquant dans le livre, moi j'ai vu une fois Murat en concert, c'était à Pau, et il avait pas l'air ravi d'être là, on va le dire. Le concert était chouette, mais je me suis dit, bon, j'ai l'impression qu'il fait ça un peu, il exécute un peu. Et en fait, mais je trouve que dans le bouquin, on voit que en fait, quand il faisait des tournées, il les envisageait quasiment comme des œuvres à part entière. Il y avait l'album, et ensuite il y avait la tournée. Absolument. Et là, il fallait trouver des musiciens nouveaux. Donc il y avait toujours ce rêve finalement du groupe parfait, ou du groupe où là tout communique, tout... Et il faut une alchimie qui fonctionne. C'est-à-dire, il avait une telle exigence. Voilà, il n'avait pas à mettre la gueule sur ses musiciens comme certains artistes américains ont pu le faire. Je crois que Ike Turner le faisait. Ouais. Enfin, mais c'est-à-dire que quand il faisait la gueule, c'est qu'il n'était pas content. Parce qu'il avait une grande exigence. Et s'il y avait un truc qui n'allait pas, eh ben, il pouvait faire la gueule. Moi, il m'a raconté un truc en studio, un studio très connu, je ne le citerai pas, à Paris, où plein de musiciens extrêmement connus ont enregistré, je ne dirais pas qui, et il enregistre, il dit, parce que mon père avait une oreille parfaite, et il leur dit, non mais il y a un truc qui ne va pas, c'est pas possible d'enregistrer là. Et donc là, dans le bas de combat, là j'ai du son et tout qui regarde, qui dit bah non c'est pas possible, bah non, tout va bien. Et mon père qui insiste, qui dit non c'est pas possible. Mais ça dure plusieurs jours l'histoire. Il dit c'est impossible, je peux pas enregistrer là. Il y a un truc qui va pas. Prendre pour un vrai casse-couille. Ouais. Ah ouais. Là ils sont obligés d'appeler carrément, ils appellent le producteur quoi, le manufacturier de la console. Qui vient sur place. Ils envoient un technicien qui ouvre le capot de la console, qui regarde tout. Ils arrivent à trouver, et ils trouvent qu'il y a un transistor quelque part où il y a un problème de soudure. Ils règlent le truc, paf, ils referment machin, et mon père dit ok, c'est bon, on peut enregistrer. Non, mais c'est aussi, ça peut être aussi une souffrance, c'est-à-dire que une telle exigence avec une oreille parfaite comme lui. Moi, j'allais voir des concerts avec lui, et pourtant, Dieu sait que j'en ai vu des concerts. Peut-être pas autant que lui, mais pas loin. Ouais, mais il était infernal. Moi, j'ai vu des super artistes, je sortais des concerts, je dis, ah, bah, c'est génial. Et lui, il faisait à la gueule, il me dit, non, c'est nul à chier. Je dis, mais pourquoi? Il dit, ouais, mais t'as pas vu, il y a machin, il y a le quatrième musicien sur la gauche, là-bas, t'as pas entendu ce qu'il a fait, là, à tel morceau, c'était nul. Il y avait une exigence comme ça. Et donc, du coup, ça ne m'étonne pas si vous avez pu le voir et à un moment où ça calait pas. Vous ne l'avez pas senti. Mais même moi, des fois, je l'ai vu. Je l'ai vu en concert. J'ai dit, putain, papa, il était bien ton concert. Ah non, nul à chier, quoi. Là, machin, mais Fred ou Stéphane ou je sais pas qui, putain, il a merdé total, quoi. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. On peut pas parce qu'il a comme ça. peut-être fait une à côté, tu vois. Voilà. Mais il aimait bien fondamentalement les concerts. C'était pas un principe de dire je vais pas faire ma tournée juste pour une
illustrer mon album. quoi. Il aimait les concerts au point que, et il en a été privé pendant des années. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, il se les a interdits lui-même. ouais. Quand il a fait la première partie de Charlie Couture à l'époque de Passion Privée en 83, 4, il quitte la tournée en plein milieu. Le mec est pas là. C'est Lou Reed qui joue avec des musiciens, et puis quand il a fini sa partie de chant, il va au fond de scène, et puis il laisse les mecs jouer, et puis il s'en fout. Et lui, Yann l'a vu à cette époque-là, du haut de ses 13 ans, et il en garde un souvenir cuisant. Voilà. Ouais. Mais remonter sur scène, quand il remonte sur scène en 93, à l'époque de Vénus, et il arrive pétochard. Il va à l'abattoir, quoi, pour lui. Hein. Ouais. Il a tout fait. Moi, je l'ai vu à cette tournée-là. J'ai vu la 3e date, moi. À ce moment-là. Il arrive. Ah, j'ai une angine. Ah, ça va pas. Ah, texto. Ouais. De vol public et tout. Le concert était impeccable. Ah, ça va pas. Non, mon père pouvait se rendre malade à vomir avant un concert, à s'allonger par terre pour essayer de se remettre, se recentrer sur lui. Non, ça le mettait dans un état de stress total. Mais il a vite aimé ça, les concerts. Mis à part cette tournée donc avec Charlie Lee. Mais parce qu'il les a pris comme une épreuve. Ouais, puis il fallait peut-être tourner avec Charlie Lee. Moi, j'aimerais bien échanger aussi avec Charlie Lee. Voilà, il faut peut-être tourner avec Charlie Lee Couture aussi. Je pense que, comme le dit bien Alain Bachung, quoi, tu verras devant l'obstacle, on se révèle. Quoi. Et lui, quand il était devant l'obstacle, ça y est, quoi. Il était au carton, et là, il était bon ou il n'était pas bon. Et là, il est devenu impitoyable avec lui. J'y vais à des concerts, quand il sortait, et tu dis, putain, Jean-Louis, c'était génial. C'était pas mal, ouais. Et il t'avait fait une partage de guitare à la Nilio où t'étais là, bon. Il fait une tournée, il se retrouve une date une fois avec les Blues Brothers. Donc il fait concert. Steve Cropper qui est là. Avec Donald Duck Dunn et Steve Cropper. Parce que les autres ils sont morts. Après. Ouais. Donc sa star absolue. Et il fait la balance, mon père, et il voit pas que dans le noir, voilà, il y a les mecs des Blues Brothers qui traînent par là. Voilà, ils ont rien à foutre, ils écoutent mon père. En sortant, mon père, quand ils sortent, après ils ont fini la balance, mon père les croise. Et Steve Cropper qui lui dit, super comme ça. Ah, mon père, il n'en a tiré aucune fierté, ça lui a mis le trouillomètre à 0. Il est dans sa loge vomir, il n'a pas pu ressortir avant le concert. C'est-à-dire qu'en fait, que son idole lui ait dit, c'est bien, mais ça veut dire, c'est bien, t'as fait la balance, mais lui, il l'a pris pour... Après, tu vas passer sur scène, il faut que ce soit au moins aussi bien que la balance. Mais autre exemple, quand à un moment, il est aux États-Unis, qui fait la connaissance de Marc Ribot, le guitariste avant-gardiste, on va dire, ça, même si Jean-Louis m'aurait foutu une claque. Ah bah carrément, là, avant-gardiste. Il m'aurait mis une torgnole. Et à un moment, il dit, Marc, j'arrive pas à faire le truc et tout. L'autre, il dit, mais vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Mais il dit, mais c'est ça, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Fais-le. L'autre, non, vous voulez chercher encore un truc. C'était pas encore assez bien, pas encore assez direct. Le mieux est l'ennemi du bien, de toute façon. Donc. Oui, alors que par ailleurs, on dirait qu'à certains moments, mais on en a parlé, mais il ne craignait pas l'évidence. De temps en temps, une chanson pouvait tomber comme ça, et c'était pas pour autant... Ah ouais, mais alors là, non, mais là... Oui, mais ça, c'est suspect. Ah oui, oui. Là, c'est qu'il faut revoir quelque chose. C'est trop venu trop facilement, ça. Donc là, c'est le nombre de textes qui arrivent comme dans la corbeille, comme dans un panier de basket. Et ça va pareil, il faut raturer, il faut recommencer et tout. Au bout d'un moment, il est revenu, il a changé peut-être un mot. Ou qui était enregistré, mais qui n'était pas retenu sur l'album. Parce que ce qu'on voit aussi, ce sont des New albums... Yorker, par exemple. Ouais, avec 25 titres, mais il y en a aussi 25 qui sont partis à la poubelle, alors qu'ils ont été enregistrés. Mais c'est là où, en plus, il était très... très malin, c'est qu'il était capable de vous expliquer, parce que moi c'était une question que j'avais posée ça, il était capable de vous expliquer que ces chansons-là, il n'y retoucherait jamais. Ouais. Elles sont jetées, c'est fini. C'est vraiment jeté. Alors poubelle, qu'en poubelle. fait,
tout était dans les tiroirs. Eh oui. C'est-à-dire qu'en fait, les 12 chansons qu'il n'avait pas retenues, c'était autant de chantiers qui étaient en route déjà pour autre chose. Mais il fallait pas qu'ils se le disent. Ouais. Parce que s'ils se le disaient, ça y est, il allait croire qu'il était rentier. Oh, punaise, je suis rentier de mes chansons. Non, surtout pas. Il fallait qu'ils se foutent dans l'état d'urgence et dire non, il n'existe pas. Puis en fait, elle renaissait exactement dans le... Bon, voilà. Mais je crois qu'à partir du moment où on commence à toucher à l'écriture, ou la musique, ou la peinture, ou au cinéma, on fonctionne tous comme ça. C'est pas possible. On est obligé. On a de la mémoire quand même. Alors, vous avez mentionné Welbeck. Est-ce que vous pouvez raconter cette anecdote géniale avec Welbeck sur une aire d'autoroute sur la 71? Je sais pas qui de vous veut la raconter, Moi, mais je peux ou te la lire. raconter. Mais... Ouais. Et donc, raconte-la, c'est- mais alors, tu parles bien de Welbeck en train de compter ses pièces. Ah ouais, sur- d'accord. donc, hein. En fait, donc ils reviennent de tourner, ils s'arrêtent dans une aire d'autoroute. Donc avec Chaumont-sur-Tharonne. voilà, alors écoute, on a pris de la distance avec le bouquin, donc il y a des détails dont on se rappelle plus très très bien aussi. Puis c'est Joss qui nous a raconté C'est l'histoire. Joss c'est Saturnas qui la raconte. Ouais. Et donc à un moment, Murat il voit une silhouette, il va voir ça. Joss, donc la nana qui s'occupait du merchandising et qui servait même de manageuse presque, on va dire, quand ils étaient en tournée. Il dit, putain, ça serait pas Welbeck, là. Elle regarde, elle le voit un petit peu de 3/4 dodo, tout ça, machin. Elle dit, ah ouais, si, ça correspond, c'est lui. Ah bon, ok, très bien. Et donc après, qu'est-ce qu'ils font? Donc, Jean-Louis achète un flanc. Ils vont lui taper sur l'épaule. Et Welbeck sort avec le type avec qui il était dehors pour fumer une clope et boire son café. Et au moment où ils sortent, c'est la manageuse tourneuse de Jean-Louis. Bah, mon père passe d'abord et lui dit ouais, et lui dit ouais, super, J'adore ce que vous faites. j'adore ce que vous faites, ouais, c'est super, il faudra bientôt passer à l'Auvergne. Et l'autre le regarde terrorisé, l'Auvergne? Ah non, jamais. Bon, alors derrière, Jocelyne, pour rattraper le coup, lui dit, oh là là, j'aime beaucoup ce que vous faites et tout. Ah, je vais vous raconter l'histoire de ma tante parce qu'elle... parce que son bouquin, à l'époque qui sort, se passe Dans l'EHPAD de je sais plus où, là. dans le Beaujolais, Alors, bref, à Belleville. ma tante voilà, est dans Beaujolais. l'EHPAD dont vous parlez, dans le Beaujolais et tout. Tante Ah, Louise. C'est super. Et alors, oui, le mec lui fait, ah, Tante Louise. votre tante Louise. Alors, Pénétré. puis bon, arrive le moment où ils doivent se séparer. Et mon père mort de rire quand il voit la scène. Il dit, mais Joss, mais Et donc, Welbeck pris les pieds dans le tapis. dit, Quoi. bon, ben, je vais payer. Hmm. Et au moment où il arrive à la caisse, il sort toutes les pièces jaunes qu'il a dans son sac. Et donc, il paye tout en pièces jaunes. C'est café. Et il dit, bon, il faut que j'aille pisser. Et au moment où il va pisser, il est suivi par un camion, un bus rempli de nonnes qui le servent jusqu'aux toilettes. Ça, c'est beau. Et là, Jean-Louis et Joss, donc, disent, une photo. Non, faut pas déconner avec ça. Ouais, non. Voilà, c'est ça l'histoire. Magnifique. Mais elle est beaucoup mieux racontée dans le bouquin. Ouais, elle est très bien racontée dans le bouquin. Là, j'ai fait un peu... Non, un peu fin de journée, là. C'était bien. Au début, je sais plus. On arrive un peu au bout de l'entretien, mais Déjà je pense qu'il y aura plein de questions pour vous, donc on va laisser la parole à la salle. Il n'y a pas de micro, non, il faut juste parler fort. Amplification naturelle. Jean-Louis, dans ses chansons, il disait la démesure en premier lieu. Pour moi, c'est tout à fait Jean-Louis. Vraiment la démesure dans tout ce qu'il a fait. Est-ce que, comme vous le dites pour Mustango, est-ce qu'il a été influencé par le bouddhisme, le chamanisme, les relations avec les animaux? Enfin, il y a des choses un peu extraterrestres, en fait, j'ai l'impression. Il avait ce sens de communiquer comme ça, d'une certaine façon, avec la nature, ou je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui transparaissent Sûrement, parce que c'est une époque où ça l'intéressait beaucoup. Moi, il m'a offert le livre des morts à cette époque-là. Il est très, très intéressé par tout ce qui était méditation, tout ça.
Il adorait le coup qu'il allait faire aux médias et aux journalistes en appelant Mustango et en se disant, mais en ricanant tout seul, mais c'est bon, ils vont tous partir sur le côté américain et tout. En fait, c'est le royaume du Mustang, ça n'a rien à voir, c'est le Tibet. Donc voilà, il était voilà, vraiment très orienté là-dessus et très intéressé par ça. Je crois qu'il y avait aussi de son côté une manière d'aborder la chose de manière un peu plus légitime que ça pouvait être abordé dans les années 70, quand Leonard Cohen a ouvertement affirmé qu'il s'était converti au bouddhisme dans les années 90. Et comme pour Jean-Louis, Leonard Cohen, c'est papa, il a suivi un peu la dynamique et ça s'est senti presque, je dirais presque autorisé à le faire. Alors qu'il avait peut-être pensé le faire bien avant, mais là il s'est senti autorisé. Et c'est ça qui est très marrant chez Jean-Louis aussi, se sentir autorisé à faire les trucs. J'en parlais avec Ribot, avec la guitare tout à l'heure. Et j'aurais pu citer également le fait que à un moment, il a eu confirmation qu'il était devenu un bon guitariste par le public qui n'arrêtait pas de lui dire « Ah, le solo à la Neil Young ». Et ça, vous disiez Neil Young à Jean-Louis. Presque on aurait pu avoir des fleurs. Ribot l'a beaucoup décoincé là-dessus. Après le parallèle avec Cohen, on en parlait pas plus tard tout à l'heure, parce qu'on a retrouvé, moi j'ai trouvé des trucs, je me suis dit tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas un parallèle avec Cohen? Mais vous avez raison, ou du moins, voilà, ce que tu as soulevé, c'est qu'il y a une filiation directe. Alors il y a plusieurs filiations, mais Leonard Cohen, ça c'est sûr. Il y a un truc direct là-dessus. Ça, c'est les effets secondaires d'un bouquin aussi. Quand on a travaillé comme on a travaillé, c'est que maintenant on redécouvre d'autres trucs qu'on n'a pas mis dans le bouquin. Parce qu'on sait pourquoi ça n'était pas perçu. Mais on s'aperçoit que par exemple, c'est toi qui as relevé ça, entre Fort Alamo et Is That What You Ever Started? Non, What You Want. Ever Wanted de Leonard Cohen. De Cohen. Et bien en fait, il y a des strophes qui sont exactement bâties sur la même prosodie. La mélodie est complètement différente, l'harmonie aussi, enfin, pas le même emballage, mais alors la prosodie est exactement la même, sauf qu'il y en a un qui est en anglais et un qui est en français. Et là, on constate tout le travail qui a été fait. Et ça, c'est niveau, quoi. Mais bon, c'est pour dire que Leonard Cohen, ça peut être des références, mais il le déforme complètement. C'est comme il avait repris la lave au fin fond d'une contrée. Oui, bien sûr. Mais c'est pas un autre morceau. Je m'en suis rendu compte. Et effectivement, c'est quand même complètement incroyable d'avoir... C'est plus qu'une réappropriation, en fait. C'est-à-dire qu'il réhabite le morceau et il en fait quelque chose encore. C'est plus de la reprise, enfin, c'est plus... On est à un niveau de... Presque c'est du prolongement, quoi. C'est... Et je suis pas sûr qu'Akhenaton ait bien apprécié. Ah bon? Bah, il a jamais fait de message à mon père. Il a jamais rien dit. Il a jamais rien dit. Je suis pas sûr. Mais parce qu'on est dans une industrie en France qui est très cloisonnée. Et donc en fait, quand tu fais du rap, tu fais du rap. Si tu fais du blues, tu fais du blues. Mais un bluesman qui fait du rap ou qui fait une reprise de... Non, aux États-Unis, ça paraît totalement, ou en Angleterre, totalement naturel. En France, c'est compliqué. Et c'est très marrant parce qu'en plus, on n'en parle pas du tout dans le bouquin, mais pour aller dans le sens que tu évoques là, imaginez un Beck, vous voyez qui c'est Beck? Baby, I'm a loser, baby. Imaginez un Beck français, ça n'existe pas. Et bien peut-être que si on réécoute certains Jean-Louis Murat, ben on l'avait, sauf qu'on ne s'en est pas aperçu. Est-ce que le fait qu'il ait dit certaines choses tout haut sur certains chanteurs ou du milieu musical, qui étaient parfois entièrement vrais, est-ce qu'il n'a pas été blacklisté justement parce qu'il n'a pas été reconnu? Moi je pense à sa juste valeur. Même maintenant, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chanteurs actuels, à part Florent Marché, ou Jean Chéral, qui ont fait la Maison de la Poésie, un très beau concert. Mais je trouve que même maintenant, ça a du mal ça fait trop libre. Mais je trouve qu'il paye beaucoup ce qu'il a pu dire, certaines vérités sur certains chanteurs. Je partage entièrement avec lui d'ailleurs. Et comme c'est un milieu, il ne faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Lui, il a pris tout ce qu'il a dit, quoi. Donc,
Ah, monsieur, Je pense il qu'il a aurait été été blacklisté. beaucoup plus Ouais. reconnu par rapport à certains autres que maintenant. Ouais. Ben, Il a il- été blacklisté dans il deux le dit des dans plus le- gros Après, festivals oui. français, quoi. On le rapporte ce propos quand il dit si j'avais un peu plus fermé ma gueule, j'aurais Oui, peut-être vendu mais un il peu était plus de exigeant disques. lui-même, il ne comprenait pas que certains chanteurs, Renaud au hasard, n'aient pas la même exigence que lui sur certaines choses. Quoi. Oui, mais alors après, au-delà, moi je pondérerai la chose en deux temps dans votre intervention. Je pense que il y a l'effet punchline. Bon, il a franchement dit des grosses conneries parce que c'était le bon mot plutôt que le mot juste. Et ça le faisait bien rigoler. Maintenant, il faut voir aussi dans quelles circonstances elles ont été dites. C'est-à-dire que c'était souvent chez les plateaux d'Ardisson, qui raffolaient de ça, ou chez Ruquier, tout ça. Christine Angot a raconté à Yann les conditions dans lesquelles se déroulent les enregistrements de ces émissions-là, où vous cuisez pendant 3 heures dans des loges avec rien à bouffer, où on vous fait attendre, puis attendre et attendre. Il faut refaire les prises de foie. Rien à 3 bouffer, fois. par contre, beaucoup à boire. Souvent, Ouais. hein. Ben Donc, oui, voilà. non, mais ça, je n'étais pas obligé de le dire. Et donc, quand Jean-Louis est arrivé sur le plateau, lâchage global. Donc tout ça est bien orchestré. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense que dans le fait que même encore aujourd'hui, on n'entende pas beaucoup à la radio, je vous citerai l'exemple de Léo Ferré, qu'on n'entend pas beaucoup à la radio. On entend toujours les deux mêmes chansons. Joli môme et Avec le temps. Terminé. Higelin, ça commence. Bachung, là, on y commence à y être vraiment. Et là, aujourd'hui, je vois qu'il y a même des comédies musicales qui se montent sur Gainsbourg. Alors, Jean-Louis, ça va bien rêver. Dans 10 ans. Mais on ne sera plus là. Justement, j'avais une question pour peut-être reboucler avec ce que vous disiez au départ. C'est justement toute la matière qu'il a pu laisser. Parce que de ce qu'on a lu. Madame chasse des inédits. Sortons Sortons iPod. On tombe régulièrement, enfin on retrouve régulièrement des inédits ou des chansons qui vivent YouTube pour ça, parce qu'on arrive en réécouter. Donc toute cette matière, quelque part, doit dormir, quelque part dans des tiroirs, mais qui reste. C'est rare quand même un artiste qui laisse autant de choses derrière lui. Et d'ailleurs, ça n'est un mystère pour personne, puisque c'est dit dans le bouquin. Il y a un album entier qui a été fait pour Jeanne Moreau, qui est là, qui n'a jamais été enregistré. C'est étonnant. Parce qu'il paraît qu'aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui n'ont absolument pas d'idée pour comment donner de la suite dans leurs affaires. Mais on pourrait peut-être s'intéresser à ça. C'est étonnant, ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous parlez vraiment d'inédits, mais il y a des inédits qui existent et qui ne demandent plus qu'à trouver des interprètes et des arrangements pour prolonger l'affaire. Et peut-être que ça rejoint votre intervention sur le fait que, merde, on va reprendre des Murat. Alors, je vous donne à peu près le top 3 des réactions. Ouais, mais alors est-ce qu'on est vraiment légitime? Argument super focus. Deuxième argument, ouais, reprendre Murat, putain, c'est casse-gueule. On va être taxé de quoi et tout, vraiment. Troisième argument, oh non, c'est trop compliqué. On n'y arrivera pas. Moi, j'ai entendu aussi comme argument ah ouais, mais Murat, c'est de la Ligue 1, moi, je suis en Pro D2. Ouais, genre en D2, vous ne verrez pas qui. Donc, du coup, voilà, c'est compliqué parce qu'il y a Enidi et Nidi. C'est-à-dire que j'entends et c'est super frustrant pour tous ceux qui aiment la musique de mon père de se dire, d'un coup, il sort un album par an et là, ça fait 3 ans depuis son décès, il n'y a rien. Mais après, j'ai envie de dire, il y a inédit et inédit. Il y a des inédits qui sont composés, mais qui ne sont pas enregistrés. C'est-à-dire qu'il avait quand même une économie de l'enregistrement. C'est-à-dire que quand il passait en studio, il pouvait dire, mon père, oui, j'ai 25 titres. Mais quand il passait en studio, il avait juste le nombre de titres, il avait déjà fait le filtre avant. Donc, on n'a pas forcément la matière de se dire, voilà, ça c'est enregistré. Si j'en connais un album, mais bon, apparemment, on me dit que c'est pas assez bon, mais qui a été vraiment enregistré, parce qu'il y avait une sélection, il y avait un tri qui était fait avant. Alors après, ce qu'on va avoir en masse, ce sont des inédits, des maquettes, des démos plus, où effectivement il y a sa voix, mais est-ce que lui
Voilà, c'est vraiment la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que lui aurait toléré qu'on sorte ça? Je pense que non. C'est-à-dire qu'il faut du travail derrière. Et s'il faut du travail, et comme il faut du travail, le problème, c'est que lui n'est plus là. C'est du travail dans quel sens? Comme tu parlais de l'intention. C'est-à-dire qu'il faut déterminer l'intention. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place de mon père et décider à la place de mon père sans qu'il soit là. Ouais, C'est dur, ça. C'est super difficile, quoi. C'est super difficile. Donc voilà. Donc on peut avoir. Il y a des choses, comme disait Marc Bess, c'est simple. Hein. Alors là, par contre, là, il y a l'album intégral prévu pour Jeanne Moreau. Il nous faut un artiste qui va reprendre tout ça, qui va comment dire, plus que l'interpréter, parce que là c'est pour une femme, donc du coup il faudra une femme. Ouais. Alors soit une femme qui aussi s'occupe de la musique, ou alors soit un truc, parce que lui il l'avait plus anticipé, il l'avait plus conçu comme un peu à la Lee Hazelwood, pas pour faire du sexisme, mais bon, en disant voilà, il y a un artiste homme qui fait un disque pour une femme. Donc, du coup, une femme qui vient chanter avec un artiste homme qui, lui, vient mettre en scène l'ensemble du décor musical. C'est une piste. Pas forcément. On pourrait aussi avoir une femme qui prend tout le projet intégralement. Mais j'ai envie de dire... là, je m'adresse aux artistes aujourd'hui. Je leur ai dit, voilà. Allez-y, just do it. Hein. La petite annonce est lancée. Alors, oui, mais avec Ferré et Baudelaire, ce qui s'est fait, c'est que c'est Mathieu qui est venu voir mon père. Mathieu est venu voir mon père, il a dit, voilà, on a un projet de disque. Il a dit à mon père, je veux absolument que ce soit vous êtes totalement légitime pour le faire. Mon père a dit, ok. Et puis il est parti, mais en fait, de bride. C'était pas des maquettes non plus... Voilà, c'était plutôt des bouts de partition, des choses, un peu des brides, un peu enregistrées ou pas. Et mon père a essayé de recomposer tout ça, refaire l'univers sonore. Donc, il a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Par contre, il l'a totalement crédité, Léo Ferré. Voilà, il n'y a pas eu de problème. Même s'il y avait la base, même s'il en a fait beaucoup tout autour. Et puis après, il a pris les textes de Baudelaire et il a fait ça. Mais là, il a fallu un détonateur. Il a fallu que Mathieu Ferré vienne le voir en lui disant, voilà, j'aimerais que vous fassiez ça. Mais je pense que par rapport à ce dont on parlait au niveau des inédits, je pense qu'il y a déjà des directeurs artistiques qui sont en train de réfléchir à ça. Parce que quand on regarde l'ensemble de l'œuvre de Jean-Louis, elle n'est pas que dans le domaine de la chanson ou de la chose chantée. Elle est aussi de l'ordre de la musique de film. Je veux dire, tout ce qu'il a fait avec Laetitia Masson, tout ce qu'il a fait pour des spectacles, des expositions dynamiques avec des architectes, tout ce qu'il a fait en termes de reprises. Il a fait une quantité de reprises, mais incroyables, et qui existent, et qui ont été enregistrées. Moi, je dis souvent pour les Inrecuptibles, puisque j'ai vécu cette période où on était muratophile complet. Murassien. Tu vois, murassien, ouais. muratophile. Murassien, ça fait penser à batracien, ça ne va pas. Si, il y a des petits crapauds de... Et donc, à l'époque, les Arocs avaient sorti 12 titres qui s'appelaient Face Nord. Vous vous rappelez de ça? Et quand vous croyez qu'il y a une face nord, il n'y a pas une face sud, et une face est, et une face ouest. Tiens, c'est bizarre, il y a 3 albums là. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Ben non, on le sait. Et on vous le dira pas. Bon, et on va rester sur ce mystère, parce qu'on pourrait en parler toute la nuit. Et donc c'est le roman de Murat, c'est un livre magnifique qui parle très très bien de Murat, de musique, d'Auvergne, de toutes ces choses, qui n'est pas chronologique, qui est thématique. Donc c'est très dynamique, on est embarqué dans tous les aspects de l'œuvre de l'homme. Merci à vous deux, messieurs. Une dernière question très rapide, et je vais mettre un peu de musique pendant que vous allez signer des livres. S'il fallait retenir une seule chanson, je sais que c'est très difficile. Fort à l'amour. Fort à l'amour. Et Yann? Pas l'au-delà. Et ben c'est parti. Oh yeah. Sans nous ambiancer. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.